Bonjour à tous. Je vous remercie à tous d'avoir la Bibliothèque d'Alexandrie. Je vous remercie infiniment de nous donner chaque année cette occasion unique de célébrer avec vous la francophonie ici à Alexandrie. Je remercie vraiment la Bibliothèque d'Alexandrie puisqu'elle est le cœur battant maintenant de la francophonie dans cette belle ville d'Alexandrie. Je remercie Madame l'ambassadrice Fatima Zahra qui, depuis quelques mois, officie ici à Alexandrie et ajoute un supplément d'âme à la francophonie de cette grande maison. Je remercie bien sûr le CAF, le Centre des activités francophones, à qui je voudrais rendre hommage d'une façon appuyée, sa directrice Marwa Assam, qui ont œuvré, qui sont la cheville ouvrière de la francophonie de cette prestigieuse maison. Et un merci particulier à Marwa, qui ont, depuis des épreuves personnelles, a tenu à organiser ce magnifique événement. Donc vraiment, merci Marwa. Et tout notre soutien et toute notre solidarité dans ces moments qui peuvent être difficiles. Et cela montre que la francophonie reste une famille au-delà de l'Égypte et au-delà de la France, mais particulièrement à Alexandrie, puisqu'il y a un esprit très particulier ici à Alexandrie. Je commencerai par vous transmettre les amitiés de l'ambassadeur de France, M. Stéphane Romaté, qui s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui et qui m'a chargé de vous transmettre son amitié et vous assurer de sa grande sympathie et du soutien dans le travail que vous faites au quotidien. Je remercie également tous nos amis francophones, français qui sont venus de France ou d'autres pays qui sont parmi nous aujourd'hui. J'adresse un merci particulier à nos collègues de l'ambassade, notamment à Mohamed Bouabdallah qui est parmi nous aujourd'hui, qui est le conseiller culturel et d'action culturelle à l'ambassade et qui est directeur de l'Institut français d'Égypte et qui fait depuis 1 an et demi un travail absolument remarquable pour la promotion du français et de la francophonie et qui fait preuve d'une présence ininterrompue ici à Alexandrie. Bien sûr, le directeur de l'Institut ici à Alexandrie, Thierry Perret. Je le remercie également de l'action, de l'impulsion qu'il a donnée depuis quelques mois à l'activité de l'Institut. Monsieur l'ambassadeur Melkolian vient de rappeler que la francophonie va se réunir dans quelques mois dans un pays qui est très cher à nous tous, l'Arménie, mais l'Égypte est aussi un grand pays et restera un grand pays de la francophonie. Et je remercie nos amis du CAF d'avoir choisi un thème très intéressant cette année, celui de la pluralité de la langue française. Donc, puisqu'il me revient de finir cette première session d'ouverture, je vais dire quelques mots de la pluralité de la langue française sous 3 angles différents. D'abord, en quoi la pluralité est importante pour les langues en général et pour le français en particulier. Les linguistes disent que les langues sont comme des êtres humains, vivent, se développent, parfois meurent, malheureusement, et ils estiment qu'il existe un peu plus de 7000 langues dans le monde. Devinez combien il y a de langues sur les 7000 qui sont menacées d'extinction aujourd'hui. 95%. Sur les 300 langues qui restent, il y a le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe sont les 4 premières langues avec le mandarin et l'hindi. Donc voilà, l'essentiel de l'humanité parle dans ces 4 langues-là. Mais il y a beaucoup d'autres langues qu'il nous revient de protéger. Et c'est quelque chose qui fait partie non seulement du dialogue de civilisation et de l'enrichissement mutuel, mais aussi de la construction identitaire de chacun. C'est là le deuxième aspect intéressant dans les langues et dans leur diversité, c'est qu'elles entrent dans la construction de l'identité de chacun d'entre nous. Et le français, bien sûr, est constitutif non seulement de l'identité française, du pays, la France, mais aussi de beaucoup d'autres pays, de la francophonie en général, de l'Égypte, de très nombreux pays africains. Donc c'est un peu la patrie de beaucoup sur cette planète. Comme disait Albert Camus, ma patrie, c'est ma langue. La langue
c'est aussi une patrie, et Émile Charron disait cela également. On n'habite pas un pays, on habite une langue. Et le poète arabe, Mahmoud Darwish, identifiait cela également. Il a identifié une homophonie absolument incroyable en arabe, qui est que le mot baït, dans lequel on habite, est aussi le vers de poésie dans lequel on habite également. Donc les Arabes habitent également dans leur poésie. Et cela montre à quel point la diversité de la langue, l'identité est aussi une identité linguistique. Alors, tout au long de l'histoire française, et ce sera mon deuxième point, la diversité de la langue a été plus ou moins prise en compte. Cela remonte au XVIe siècle, à l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. François Ier décide que tous les documents administratifs sont désormais rédigés en français, par opposition au latin et par opposition aussi à tous les parlers régionaux qui proliféraient à cette époque et qui étaient utilisés. Donc il y a eu un effort d'uniformisation en interne par souci de cohésion de la monarchie, de l'État, de ses institutions. Mais dans le même temps, il y avait une ouverture sur le monde. Donc, le même François Ier, quelques années auparavant, 4 ans auparavant, signe les capitulations avec l'Empire ottoman, avec Salomon le Magnifique, donc c'était en 1535, et cela a permis d'avoir des emprises françaises, des relations privilégiées avec 5 ports de Méditerranée, Smyrne, Tripoli, Alep, Saïda, Sidon, et Alexandrie. Et cet effort donc, commercial a eu son corollaire linguistique, puisqu'il s'agissait aussi d'apprendre aux Français l'arabe et les langues orientales. Et c'est cette époque qui est un peu la date de naissance des droguements, du drogmana, donc une longue tradition de traducteurs, de spécialistes du Moyen-Orient et de consuls, d'ambassadeurs, de diplomates, de commerçants. C'est un peu l'ancêtre des diplomates d'Orient, donc qui sont une partie des diplomates français aujourd'hui actifs dans le monde et dans la région en particulier. Tout cela se poursuit avec un effort donc, à la fois d'ouverture et de cohésion nationale, avec notamment le 19e siècle et la généralisation de l'instruction publique. Les hussards noirs de la République ont généralisé le français, parfois au détriment un peu des langues régionales, mais c'était nécessaire dans une phase de l'histoire de France pour renforcer la cohésion du pays. Cela était d'autant plus vrai que le pays a dû accueillir des vagues successives d'immigration européenne, puis extra-européenne par la suite, et la langue française est restée et reste un vecteur essentiel d'intégration. Mais petit à petit, à partir des années 60-70, avec l'émergence d'une conscience francophone, avec l'affirmation de certaines identités régionales également en France, on est passé vers une vision plus inclusive, plus large, et donc la pluralité de la langue française s'est matérialisée par à la fois une intégration des apports extérieurs, avec la francophonie institutionnelle, et aussi l'intégration des apports régionaux et une ouverture plus grande à l'enseignement des langues régionales. Je cite le linguiste français Alain Rey qui voit qu'il est nécessaire d'enseigner les langues régionales, bien sûr, en plus du français. Donc cet effort d'ouverture s'est poursuivi et s'est matérialisé dans des accords internationaux qui ont été signés assez récemment. Donc ça a commencé en 1996, il y a eu une déclaration universelle de la diversité linguistique, signée et promue par des ONG, puis 5 ans plus tard, en 2001, il y a eu une déclaration universelle de la diversité culturelle et linguistique signée à l'UNESCO, et en 2003, une convention de protection de la diversité linguistique et culturelle signée également à l'UNESCO et promue à l'époque par le président Jacques Chirac, qui était un des avocats de cette protection de la diversité dans le linguistique à travers le monde. Tout cela nous amène à mon troisième point, donc c'est la situation actuelle et la manière dont les autorités françaises voient
la diversité linguistique et la francophonie dans les années qui viennent. Nous sommes à 6 jours seulement de l'annonce de nouvelles mesures, de nouvelles propositions françaises le 20 mars prochain par le président de la République en faveur de la francophonie. Et nous avons déjà quelques idées, quelques grandes lignes déjà tracées par le président de la République Emmanuel Macron en novembre dernier lors d'un déplacement à Ouagadougou au Burkina. Dans ce déplacement, dans son discours à la jeunesse africaine, le président disait que la francophonie aujourd'hui était davantage africaine que française. Le point d'équilibre de la francophonie aujourd'hui se situe quelque part entre Kinshasa et Brazzaville, bien plus qu'entre Paris et Montauban. Et j'ajouterai entre Kinshasa, Brazzaville, Alexandrie, Beyrouth et d'autres villes du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc la francophonie aujourd'hui est une francophonie du Sud. On estime qu'à l'horizon de 2050, les francophones seront à peu près 750 millions. Le français sera l'une des toutes premières langues dans le monde. Aujourd'hui, le français est la 4e langue. Elle sera probablement première ou 2e à la fin du siècle actuel. Et tout cela grâce au dynamisme de l'Afrique et du sud de la Méditerranée en général, Maghreb, Moyen-Orient et bien sûr Afrique francophone. Donc cela doit être pris en compte. C'est pris en compte. Le président a demandé à sa conseillère, à sa représentante spéciale, Leïla Slimani, la romancière franco-marocaine pour la francophonie. Il lui a demandé de réfléchir à ces questions et de faire des propositions. Parmi les propositions, on parle d'un dictionnaire de la francophonie qui sera élaboré entre autres par l'Académie française. L'Académie française qui est un peu le gardien de l'orthodoxie, si je puis dire, pour aller vite, de la langue française. Il lui revient aujourd'hui de nourrir la langue française le plus possible de tous les apports de la francophonie. Donc il y a un vrai effort dans ce sens d'ouverture et une conscience que la langue de demain sera le français, avec d'autres langues, avec l'anglais, avec l'arabe, avec d'autres langues, et que cette langue française est une langue partagée avec les Africains, avec les autres, et que c'est une francophonie ouverte que nous essayons de promouvoir. Je mentionnerai, pour finir, la réalité, au-delà des décisions des autorités, la réalité foisonnante de la francophonie aujourd'hui. Quand on regarde sur les 30 dernières années les prix littéraires, le Goncourt, qui est le plus célèbre d'entre eux, on voit énormément de diversité. Cela commence au début des années 80 par un écrivain d'origine mexicaine, dont les parents étaient d'origine mexicaine, Dominique Fernandez, qui était à Alexandrie il y a un peu plus d'un mois. C'était au début des années 80. Ensuite, un Marocain, Tahar Benjelloun. Un peu plus tard, vous avez un Libanais, Amin Maalouf, qui gagne le Goncourt grâce à son Rocher de Tagnos, ce magnifique roman. Ensuite, André Makin, le Russe. Ensuite, un Afghan, Atik Rahimi. Et plus récemment, Leïla Slimani, dont je parlais tout à l'heure, et qui a produit un magnifique roman intitulé Une chanson douce. Et plus récemment, vous avez des romans absolument remarquables qui ont défrayé la chronique, comme celui de Kauter Adimi, Nos richesses, qui est un monument à l'ouverture et à la langue française et à la littérature entre les deux rives de la Méditerranée. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce long développement sur la pluralité de la langue française. Et je finirai en citant un proverbe arabe qui dit « Apprends une langue et tu éviteras une guerre ». Merci beaucoup.